je vais parler des actualités justement des spondylarthrites. Alors il y a tellement de choses à dire que j'ai pris quelques axes particuliers que je vais un peu focaliser dessus. Alors les spondyloarthrites comme la polyarthrite rhumatoïde, on a essayé un petit peu de s'inspirer des différents concepts qui ont bien marché dans l'APR, type fenêtre d'opportunité, objectif rémission, cheat to target, pathologie difficile à traiter, etc. On essaie de voir est-ce qu'on peut transposer ces différents concepts dans les spondylarthrites. Alors comme Ihsan vient de le dire, évidemment, le diagnostic reste difficile, notamment au début, et exige une expertise, d'où les délais diagnostiques encore longs. Alors, on est passé d'une situation où on avait très peu de traitements à une situation où on a tellement de traitements qu'il faut maintenant savoir faire des choix quoi mettre en premier, quoi mettre après, etc. Et malgré ça, on a encore pas mal de malades qui ne répondent pas. La vraie rémission n'est atteinte dans pratiquement toutes les séries que dans 30% des cas. Et puis il y a les comorbidités. Je vais parler donc du cas des malades difficiles à gérer. Alors, je commence par illustrer ça par un cas clinique. Je vois de plus en plus ce genre de cas, donc j'en ai pris une qui était très parlante. C'est une jeune de 35 ans, secrétaire, divorcée, avec 3 enfants, qui fume un peu, qui a un antécédent familial de spondylarthrite, un cousin, et qui faisait dans ses antécédents de temps en temps des petites lésions de psoriasis en cas de stress. Et puis, elle vient consulter pour des cervico-dorsalgies chroniques. Alors, à l'interrogatoire, ça fait plutôt mécanique, c'est plutôt la journée. Donc, même si clairement, pendant l'interrogatoire, on sent qu'il y a un petit syndrome dépressif, il y a un peu de burn-out, il y a des petits troubles de sommeil. La raideur matinale ne dépasse pas 10 minutes. Elle prend des anti-inflammatoires, ça ne la soulage pas beaucoup. Et à l'examen, voilà, il y a des petits points douloureux, tendineux, partout, donc fibromyalgie ou enthésite. On pense évidemment à la spondylarthrite, on fait les radios, il n'y a rien. Radio normale, CRP normal, VS normal. Alors, vu le contexte, on pousse un peu plus loin. À l'IRM des sacroiliaques, un petit œdème osseux sur une des berges. Voilà ce que répond le radiologue. L'IRM du rachis, il n'y a rien. HLA-B27 est négatif. Pousse même jusqu'à l'échographie des anthèses, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? On considère que c'est une spondylarthrite qui ne répond pas et on va vers l'escalade plutôt biologique, ou c'est plutôt une fibromyalgie, on va plutôt antidépresseur, avipsie, etc. Ou les deux, l'un après, dans un sens ou dans l'autre, on essaie l'antidépresseur, si ça ne marche pas, on va vers le biologique, ou j'ai préféré mettre ce cas clinique parce que j'ai eu pas mal de malades cette année, en 2025, où clairement le problème s'est posé. Ça ressemble vraiment à ça. Alors, Ihsan a parlé des critères ASAS, même s'ils vont bientôt changer, mais globalement, c'est d'abord l'avis du rhumatologue. C'est des critères de classification, ce n'est pas des critères diagnostiques. Donc, c'est un malade que le rhumatologue considère spondylarthrite, et après, soit on part par le B27, soit on part par la sacroïlite. Quand il y a une sacroïlite radiographique, donc le problème ne se pose pas en général, il suffit d'avoir un symptôme clinique parmi toute la liste, typiquement l'embalgie inflammatoire ou une CRP élevée, le diagnostic est posé. Et pareil pour l'IRM, donc des sacroiliaques. Et avec le B27, il faut deux critères mais à condition évidemment que la clinique soit parlante. Quand on dit l'embalgie inflammatoire, il faut que la douleur soit typiquement inflammatoire quand vous la connaissez. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Alors l'IRM des sacroiliaques, quand vous avez un œdème diffus sur les deux berges, et surtout quand il y a des symptômes, alors Ihsan a parlé des rhumatologues qui commencent maintenant à interpréter, je pense que c'est une bonne chose, et je pense que prochain congrès de la Société marocaine de rhumatologie, il faudrait qu'on pense à organiser un atelier d'1 heure pour sensibiliser les gens à ça. Mais j'ai vu pas mal de rapports erronés émanant de radiologues, dans les deux sens. Soit une vraie sacroïlite qu'ils n'ont pas vue, soit au contraire ceux qui connaissent peut-être un peu trop et qui se lancent sur des petites images qui n'ont pas l'air très significatives.
Donc bon, là c'est juste pour rappeler que les éléments essentiels à chercher, c'est sur le STIR, le démosseux, et puis sur les autres coupes, sur le T1, essentiellement le signe du backfill, donc la petite érosion remplie de graisse, et surtout les lésions structurales et les érosions qui sont intéressantes. Alors, la SAS qui s'intéresse à ce problème avait émis des critères IRM en 2009. Vous voyez qu'il fallait au moins 2 lésions d'œdème sur la même coupe ou une lésion sur 2 coupes suivantes, mais ils se sont rendus compte que c'était trop large et ils ont rabaissé le curseur en 2021 pour exiger au moins 4. La lésion d'œdème sur 4 cadrans ou sur 3 consécutifs, parce qu'il y avait des surdiagnostics. Et le gros problème maintenant, justement, c'est où mettre le curseur entre dépister de vraies spondylarthrites très tôt ou coller l'étiquette de spondylarthrite à des non-spondylarthrites à tort, et après il faudra redresser. Donc j'insiste beaucoup sur les limites de l'IRM dans l'évaluation. Il faut faire attention, ça manque de spécificité. Alors le démosseux a été observé dans des tas de situations, chez les lombalgiques, chez les sujets normaux, postpartum, chez les sportifs, et même les lésions structurales. On peut les observer, et donc, même si c'est moins fréquent. Et donc, le taux de faux positifs a été estimé dans certaines études jusqu'à 57% des femmes en postpartum, par exemple, qui présentaient des érosions. Et méfiez-vous aussi des coureurs qui peuvent avoir des lésions, donc même érosives. Donc, clairement, l'IRM toute seule ne suffit pas pour porter le diagnostic. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur la clinique, et elle doit toujours être interprétée dans le contexte clinique et parfois avec les autres examens d'imagerie. Le surdiagnostic peut avoir des conséquences. Donc il y a des études qui ont montré le biais d'ailleurs par rapport à l'interprétation. Même le radiologue, il ne faut pas lui envoyer juste demande d'IRM des sacroiliaques. Il faut peut-être détailler un peu et essayer de l'orienter. Quel est votre degré de suspicion de la maladie, par exemple? Et évidemment, les conséquences d'un diagnostic erroné peuvent être catastrophiques, avec des biologiques inutiles parfois. J'en ai vu pas mal cette année, et surtout l'impact psychologique et économique, évidemment. Ça, c'est l'étude dont je parlais. Vous voyez que le fait de donner les renseignements cliniques aux radiologues peut augmenter les statistiques, la spécificité et la NPV. Pour réduire ce risque, donc, je rappelle, transmission d'informations cliniques, corrélation stricte entre l'imagerie et la clinique, c'est très important. Et puis, compléter parfois en cas de doute par d'autres moyens, notamment le scanner. Et puis, radiologue expérimenté. Hassan a parlé tout à l'heure des référents. Oui, je pense qu'il faut avoir des référents. C'est pas évident, mais je pense que c'est important. Cette plaque, juste pour montrer un peu la différence de cinétique et de sensibilité des différents moyens d'imagerie qu'on a. Et donc, évidemment, l'IRM étant la plus précoce, mais la radio, le scanner peuvent contribuer, mais ils ont des vitesses de changement qui sont différentes dans l'évolution. Et c'est ce qui explique ce délai diagnostique un peu long. C'est ce que Hassan rappelait tout à l'heure. Elle avait montré 4 ans de moyenne, mais vous voyez que les chiffres peuvent aller jusqu'à 10 ans de délai diagnostique dans le monde. Mais malgré tout, ça s'est amélioré dans le temps. Ça, c'est une étude un peu dans les années. On diagnostique de mieux en mieux la spondylarthrite maintenant. Alors, est-ce que l'IRM du rachis peut aider quand il y a des lésions, notamment de romanus et d'hypersignal des coins? Oui, mais sauf que les études montrent qu'en général, quand c'est là, c'est que c'est déjà une spondylarthrite bien établie. Et donc, ça aide très peu dans les formes peu inflammatoires ou dans les formes débutantes. Donc, son utilité n'est pas très démontrée. Donc, en résumé pour l'imagerie, rôle central, mais attention, controversé. Ça améliore bien sûr la détection précoce, mais vu le manque de spécificité, attention
au risque de surdiagnostic qui sont observés parfois jusqu'à 30% des cas dans certaines séries. Donc c'est le dilemme, bien sûr, maintenant, c'est voilà, diagnostiquer tôt, oui, mais ne pas faire des diagnostics erronés. Et pour le moment, on n'a pas de solution. L'imagerie actuelle telle qu'elle existe a ses limites et plein de choses ont été étudiées, ni la taille, ni de l'œdème, ni la répartition, ni les autres anomalies ne sont suffisantes pour être très sûr et mettre une barre au bon endroit, on va dire. Alors, il y a plein d'études prometteuses, notamment les analyses d'IA des images, mais ça nécessite encore la validation, on va dire. Alors, il y a une définition de l'ASAS pour les spondylarthrites précoces, basée pratiquement sur la clinique. Vous voyez que pour dépister les spondylarthrites de moins de 2 ans, et c'est plus pour les inclure dans des essais et essayer de voir cette histoire de fenêtre d'opportunité, est-ce qu'elle existe réellement, est-ce qu'on peut changer l'évolution des choses. Et donc les critères sont basés uniquement pratiquement sur la clinique, sur les symptômes axiaux, les douleurs fessières inflammatoires, les douleurs lombaires, la raideur matinale et donc l'avis du rhumatologue. Donc cette situation de difficulté donc, de diagnostic au début, elle est importante vu le délai pour avoir une sacroiliite radiographique qui peut aller jusqu'à 7 ans pour être évidente. Et surtout dans les formes où il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Donc là, le diagnostic différentiel est vraiment à faire avec la fibromyalgie, avec les pathologies mécaniques lombaires qui peuvent poser problème. Je rappelle ce concept de douleur nociplastique, je voulais insister pour en parler parce que beaucoup de rhumatologues ne le connaissent pas. Vous connaissez tous la douleur nociceptive, qui est la douleur due à une lésion tissulaire, la douleur neuropathique qui est due à une douleur due aux voies de transmission, typiquement la douleur du diabétique ou du zona. Les douleurs nociplastiques ont été décrites récemment, il faut les connaître. C'est typiquement au max, c'est la douleur fibromyalgique, c'est la douleur diffuse sans lésion tissulaire évidente ni lésion nerveuse et qui est due plutôt à une dysfonction de la perception douloureuse. Donc la sémiologie est très importante à analyser. Là, on est plutôt dans des douleurs diffuses et persistantes qui fluctuent dans la journée, qui fluctuent dans le temps et souvent associées à beaucoup de la fatigue, à ce brain fog, ce brouillard un peu cérébral, des troubles du sommeil et qui ne répondent pas aux antalgiques et aux anti-inflammatoires. Donc il faut y penser. Donc la fibromyalgie évidemment étant le stéréotype, mais on peut le voir dans des zones localisées, ou cervicales ou au lombaire. Et il faut faire attention, d'autant plus que ça peut s'associer aux autres types de douleurs classiques. Alors il y a ce questionnaire qui dépiste la fibromyalgie, qui permet d'y faire penser, c'est juste pour rappeler la sémiologie. Vous voyez, les douleurs sont localisées partout dans le corps, s'accompagnent d'une fatigue générale, la sensation comme des brûlures ou des décharges électriques ou des crampes, les sensations anormales comme les fourmillements, les picotements, les sensations d'engourdissement et associées souvent à des problèmes un peu, il y a une sémiologie très riche. Donc méfiez-vous quand vous avez tout ça, vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on a décrit sur la douleur typiquement inflammatoire d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Alors je reviens à ma patiente, 5 ans plus tard, elle revient. Elle fume toujours, elle a 40 ans, et là, elle a des lésions diffuses son psoriasis, et la sémiologie est clairement inflammatoire, raideur matinale de plus de 30 minutes, syndrome inflammatoire biologique, sacroiliite à l'IRM. Alors là, l'indication est formelle d'un biologique, elle a été mise sous Cosentyx avec une amélioration spectaculaire et rapide. Et évidemment, elle a utilisé ChatGPT pour poser la question, elle a beaucoup lu sur les spondylarthrites, et elle vous dit quel est son risque d'ankyloser? Qu'est-ce que vous en pensez? Moins de 10%, 10 à 25%? C'est une question que beaucoup de patients posent quand ils lisent et qu'ils voient spondylarthrite ankylosante. Est-ce que je vais devenir ankylosé, docteur? Qu'est-ce que vous répondez? Bien, j'aime beaucoup cette cohorte Oasis qui est un peu ancienne maintenant. Et vous voyez, chaque trait, c'est un patient. Et vous voyez, sur 12 ans, c'est des patients qui ont été suivis sur 12 ans. Alors, il y en a qui n'ankylosent jamais. Là, c'est
Vous voyez sur le... Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Non, vous ne la voyez pas. Donc, chaque trait est un patient. Il y en a qui n'ankylosent jamais. Il y en a qui ankylosent très rapidement dans les 2 premières années, qui construisent des seins dysmorphiques. Et il y en a qui le font plus tard, 4 ans plus tard, 6 ans plus tard, etc. Vous voyez les traits qui montent chacun tout seul. Alors, j'aime beaucoup cet abac, même s'il est un peu ancien, c'est qu'il avait essayé d'étudier, de ressortir le profil de ceux qui ont tendance à faire de l'atteinte structurale de l'ankylose. Et vous voyez qu'il y a 3 facteurs qui sortent du lot, le tabac, la CRP et l'existence initiale d'un sein dysmorphite. Voilà, donc si vous avez les 3, vous êtes déjà dans plus de 55%. Si vous n'en avez aucun, vous êtes à moins de 4%. Et en fonction des autres, vous êtes autour de 10 à 20, vous voyez un peu. Et d'où donc la prise de position de l'ASAS aussi cette année de supprimer, de dire on va supprimer la dénomination spondylorarthrite ankylosante. Ça fait peur aux malades, alors que très peu finalement vont ankyloser quand on prend tout le lot des malades suivis pour spondyloarthrite. Et donc maintenant la dénomination qu'il faut utiliser, c'est spondyloarthrite axiale au lieu de spondylarthrite ankylosante. Et j'aime bien ce schéma, en fait, qu'il y a tellement de malades qui vont avoir des chemins différents. Alors, très peu vont aller vers l'ankylose, c'est le sommet. Et il y en a qui vont même peut-être s'éteindre toutes seules avec une rémission spontanée. D'autres vont évoluer de façon sinueuse pendant quelques années, et puis ça peut basculer monter vers le sommet, et donc nécessiter une surveillance active avec les outils dont on a parlé. Alors, on comprend maintenant de mieux en mieux la physiopathologie, et j'aime bien ce bel article sur le Lancet récent de Victoria Navarro, qui rappelle un peu ce que vous connaissez déjà, le terrain génétique prédisposant, les facteurs déclenchants, notamment infectieux, le désordre du système immunitaire, et notamment de la dysbiose, et puis le déclenchement plus tard de la maladie qui arrive à un moment donc plus tard. Alors, vous connaissez évidemment tous les recommandations thérapeutiques. On commence par les anti-inflammatoires non stéroïdiens au début. La question, c'est on continue ou à la demande. C'est une question qui est hyper importante. Est-ce que c'est un traitement symptomatique ou est-ce que c'est un traitement de fond? Alors évidemment, il y a tout le contexte des effets secondaires cardiovasculaires, rénaux et digestifs qui pose problème. Il y a cette ancienne étude qui était bien connue, qui avait montré qu'en utilisation au long cours, ça pouvait ralentir la formation de seins dysmorphites. Alors ça a été confirmé par une étude récente, où vous avez vu ici une série, on a comparé anti-TNF plus anti-inflammatoire face à anti-TNF seul. Et ceux qui avaient l'association avaient moins de construction, donc c'est un argument en faveur, mais on ne le fait pas. En général, les malades, quand ils sont sous biologique, ils sont contents de laisser tomber les anti-inflammatoires en utilisation quotidienne. Alors, quelles sont les indications des anti-inflammatoires? Évidemment, une maladie qui continue d'évoluer, qui est inflammatoire avec un ASTAS donc élevé malgré un traitement, plusieurs anti-inflammatoires bien conduits. Donc, on a les anti-TNF. Vous voyez un peu l'amplitude des résultats des différentes molécules. On est à peu près dans le même ordre d'efficacité. Pareil pour les anti-IL-17, ce qui fait qu'on les a mis dans les recommandations un peu sur la même échelle. Et pareil pour les anti-JAK, ils sont aussi dans la même échelle, même s'ils sont en général utilisés pour le moment en deuxième intention. Donc voilà, pour rappeler juste les options, donc le phénotype est important. Atteinte axiale, c'est les anti-inflammatoires. Si ça ne marche pas, on passe directement au biologique. Atteinte périphérique, on peut essayer les traitements de fond, type salazopyrine, avant de discuter les biologiques. Et voilà, les biologiques sur l'almimyline, vous avez anti-TNF, anti-IL-17 ou anti-JAK, alors que l'habitude pour le moment, c'est d'utiliser surtout anti-TNF et anti-IL-17. Ce tableau, va falloir vous y habituer, il est hyper important, parce qu'en fait, en plus du phénotype, ça va être les signes extra-articulaires qui vont orienter notre choix thérapeutique. Et là, vous voyez le nombre de molécules qu'on a à notre disposition, c'est énorme. Et donc, en vert, c'est ce qui marche bien, c'est la première intention. En rouge, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Donc, par exemple, en cas d'uvéite, on va privilégier plutôt les anti-TNF monoclonaux, plus que l'étanercept ou les autres. En cas de BICI, par exemple, on va éviter l'étanercept, on va éviter les anti-IL-17 qui peuvent aggraver les choses, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très important de connaître un peu ce tableau, de l'avoir à côté quand on veut décider, parce que ça va orienter. Deuxième manière de faire, c'est de les mettre comme ça. Donc, vous avez 5 situations, on va dire. Au milieu, c'est la spondylarthrite axiale isolée. En haut, c'est axial et périphérique en vert. Vous avez les médicaments qui sont susceptibles de marcher. Axial plus psoriasis. Voilà, en général, les IL-17 sont préférés vu leur efficacité sur la peau. En bas, vous avez axial plus uvéite et puis axial plus MIC. Et donc, les choix vont être différents en fonction de la situation. Alors, je reviens à ma patiente, toujours sous Cosentyx. Suite au décès de sa mère, elle fait une poussée douloureuse, fatigue, douleur diffuse, trouble du sommeil, et on retombe un peu sur la même chose. Et puis à l'examen, elle a des douleurs un peu mal partout, pas de syndrome inflammatoire, et là on est sur la même situation, échappement ou fibromyalgie vu ou dépression, vu un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une décision importante. Parce que si on est dans l'échappement, il va falloir discuter le changement de biologie, etc. Ou si c'est plutôt une fibromyalgie, dépression, il va falloir gérer ça autrement. Alors cette situation, elle est fréquente finalement. Quand on voit les études, vous voyez qu'elle est dans pratiquement un quart des cas des patients exposés au biologique. Ça, vous allez la vivre régulièrement. Et les facteurs associés, souvent, c'est le sexe féminin, donc c'est plus fréquent chez les femmes. C'est plus fréquent en cas d'atteinte périphérique, en cas de psoriasis et en cas de comorbidité. Peut-être un peu moins avec les uvéites et les... Alors, ce qui a poussé un peu la SAS à essayer de définir cette catégorie, qu'on va appeler spondyloarthrite difficile à gérer. Et vous voyez les 4... Alors, la définition, c'est difficile à gérer, c'est quand il y a un échec à 2 biologiques. Et il y a 4 situations. Vous voyez, il y a l'ASDA, c'est élevé. Alors, soit vous avez des signes objectifs d'inflammation, c'est-à-dire une CRP élevée, une IRM positive, etc. Soit il y a de la progression radiographique, donc ça s'aggrave sur l'imagerie. Soit, le dernier carré, c'est une altération de la qualité de vie, mais il n'y a rien d'objectif. Et le malade, il dit qu'il ne va pas bien, mais vous n'avez rien d'objectif. Et donc, ils ont préféré garder la dénomination difficile à traiter, ou spondylarthrite réfractaire, uniquement en cas de signes objectifs évidents, c'est-à-dire CRP ou IRM positif. Et quand on revoit un petit peu les différentes séries avec les biologiques, ce qui ressort souvent, on a beaucoup de mauvais répondeurs chez les femmes plus que chez les hommes. Et j'aime bien cette étude aussi, qui avait revu un peu les grandes cohortes, vous voyez, comme OSPA, PERSPA, etc., les cohortes de spondylarthrite, et ils ont pris les gens qui ne répondaient pas pour analyser leur type de... Pourquoi ils ne répondent pas, le type de mauvaise réponse. Alors, vous voyez en bleu, c'est l'activité inflammatoire, c'est entre 20 à 25%, donc un quart, c'est dû à l'inflammation. Mais vous avez 15-20% où c'est les douleurs chroniques, un peu type fibromyalgique. Et les autres, c'est plutôt les comorbidités. Voilà. Donc c'est une situation qui est importante, et d'où, en cas de mauvaise réponse, bien poser le problème, essayer de chercher des signes objectifs. Alors déjà, la sémiologie de la douleur, est-ce qu'elle est vraiment typiquement inflammatoire, ou c'est plutôt la douleur nociplastique dont on a parlé tout à l'heure, pour voir, catégoriser le patient. Et donc, réévaluer régulièrement, comme l'a dit Ihsan tout à l'heure, avec les outils. Et puis, à ce moment-là, on va décider s'il faut switcher, utiliser des mécanismes d'action différents, en général, quand on veut switcher, voire même des combinaisons. Il y a des combinaisons en cours d'étude, notamment, par exemple, associer un anti-TNF et un anti-IL-23, ou un anti-IL-17 et un JAK inhibiteur. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, insister aussi sur une prise en charge holistique de tous nos malades. Il n'y a pas que le côté inflammatoire, il faut évidemment passer du temps à l'interrogatoire, voir la santé mentale, voir le côté physique, la kiné, l'hygiène de vie, etc. Voilà, je termine donc par mes messages clés. Nouvelle dénomination, spondyloarthrite axiale, diagnostic difficile au début,
La sémiologie clinique va jouer un rôle fondamental pour ce fameux avis positif du rhumatologue initial. L'imagerie, évidemment, il faut se former. Méfiez-vous donc des comptes rendus de radiologues, toujours avoir une lecture critique, discuter, c'est encore mieux, et avoir des correspondants. Et puis, difficulté aussi dans le suivi des cas de spondylarthrite difficiles à traiter, c'est pratiquement un quart des patients. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.